Lorsque François Perrault s'installa à Mâcon, la propriétaire précédente, Madame Guillaumat Blanc, ou Guillaumette selon les sources, dont le mari était mort accidentellement à leur domicile, fut expropriée. Elle en conçut, on le comprend, un vif mécontentement. Elle fut même retrouvée, nous dit le pasteur, la tête sous une cheminée, invoquant le diable et disant qu'elle ne se souciait point d'être pendue ou étranglée ou damnée à tous les diables, d'être au fond des enfers, pourvu qu'elle se fût vengée de moi ou des miens. Les cheminées étaient en effet vues comme des portes magiques empruntées par sorciers et sorcières pour se rendre au sabbat, dont on trouve un lointain écho dans la saga Harry Potter avec la poudre de cheminette. Je ne résiste pas au plaisir de vous narrer une anecdote à ce sujet. Lors du procès d'Aix en 1611, alors même que les juges évoquaient la question du transport au sabbat via les cheminées, un grand bruit se fit entendre dans celle du tribunal. Là, un homme de grande taille, intégralement noir, sortit du nuage de fumée, provoquant une grande panique parmi les juges et l'assistance. Bon, il s'avéra qu'il s'agissait en fait d'un ramoneur qui s'était trompé de conduit. Mais revenons à notre démon mâconnais. Celui-ci fit des révélations au sujet de Madame Blanc, affirmant que la mort de son mari n'aurait en aucun cas été accidentelle, qu'elle l'aurait froidement assassiné en le poussant dans les escaliers avant de couvrir son geste par un habile subterfuge. Profitant d'un escalier extérieur, elle aurait feint de rentrer à cet instant et de découvrir la tragédie. Cette bonne connaissance des lieux aurait d'ailleurs pu servir ses désirs de vengeance. Peut-être avait-elle connaissance d'un passage dérobé ou d'un conduit inconnu des nouveaux occupants au moyen desquels elle aurait pu les harceler. Le démon du pasteur aurait-il pu être le fantôme du mari assassiné? Ou bien une mystification montée de toutes pièces par la propriétaire dépossédée? Détail intéressant, celle-ci comparut le 22 décembre devant le lieutenant général et se vit interdire d'offenser François Perrault et les siens. Or, le démon disparut le même jour. Troisième hypothèse, la chambrière. Nous l'avons déjà mentionné, le pasteur soupçonnait sa femme de chambre d'être un peu sorcière. D'abord parce que les parents de la jeune femme, eux aussi, avaient été suspectés de telles pratiques. Or, dans la croyance commune, aussi bien que dans l'esprit des juges, la sorcellerie était héréditaire. Avoir des parents accusés de sorcellerie était déjà une preuve contre vous en cas de procès. Mais c'était surtout l'attitude de la jeune femme qui lui semblait suspecte. Elle plaisantait avec le démon, qui semblait aimer l'asticoter, la traitant presque affectueusement de Bressande. Elle paraissait savoir des choses à son sujet et n'était pas aussi terrifiée que l'on eût été en droit de l'attendre. Il faut par ailleurs noter que le soir du 14, lors de la première manifestation, lorsque les rideaux de sa maîtresse furent tirés violemment, ce fut elle qui accourut et ne vit rien. Elle était là également le lendemain, dans le lit de sa maîtresse, lorsque la couette en fut brutalement arrachée. C'est elle encore qui ne parvint pas à ouvrir la cuisine et la découvrit retournée, après être allée chercher du renfort ou un témoin. Elle était donc idéalement placée pour se livrer à une telle mystification. Mais quel aurait été son mobile? Se venger d'une vexation ou d'un mauvais traitement infligé par sa maîtresse? Possible. En tout cas, ce fut effectivement lorsque le mari s'absenta que se produisirent les premiers troubles. Quatrième hypothèse, l'hostilité des catholiques. Nous l'avons vu, l'arrivée de François Perrault en ville n'avait pas été la source d'un grand enthousiasme, pas plus que la volonté du pasteur d'établir un prêche aux portes de la ville. Le jour de cette annonce, l'un des échevins proféra des menaces à son encontre. « Prenez garde qu'il ne vous en arrive maintenant du mal, auquel cas n'en attribuez la faute qu'à vous-même. » D'après le pasteur, cet échevin aurait été le disciple d'un magicien nommé César. Or, quelques recherches m'ont amené à constater qu'un tel personnage a bel et bien existé dans ces années. J'ouvre une petite parenthèse à son sujet. De son vrai nom Jean du Chastel, cet homme se fit connaître à Paris à partir de 1608, notamment en prétendant commander aux éléments et aux tremblements de terre, en commercialisant des filtres, en discutant avec un démon nommé Sophocle. Ce charlatan tirait le plus gros de ses revenus de la crédulité des bourgeois parisiens auxquels il prétendait pouvoir montrer le diable. Il s'agissait en fait d'un bouc chargé de chaînes qu'il exhibait à ses victimes à l'intérieur d'une grotte, un bouc entouré de chiens qui excitait ses complices avant de rosser les malheureux spectateurs. Il a été arrêté une première fois, puis relâché, et il fut embastillé de nouveau en 1615 après s'être vanté d'avoir chevauché une grande dame de la cour au sabbat.
Ses compagnons de cellule entendirent une voix tonner « Eh bien, César, il est temps que tu viennes avec moi !» Puis le prisonnier s'écriait « Mes amis !» Ce qui les terrifia. Au matin, on le retrouva mort dans sa cellule, étranglé par son démon, qui s'avéra n'avoir été autre que Satan lui-même.